Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un confrère de renom, Olivier Boyer. Comment tu vas, Olivier? Salut Clément, ça va bien? Ouais, Merci super. de ton invitation. Voilà, il est passé nous voir, ça fait 2 jours, il fait que tester toutes les machines. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Bon, déjà, ça me fait vraiment plaisir, Olivier, de te recevoir. Sache que le premier bouquin que j'ai acheté de toi, c'est le tout petit rouge que tu avais mis sur les tempos. D'accord. Bah, tu vois, celui-là, il est petit, mais tout le monde m'en parle. Comme quoi, des fois, on dit que la taille c'est important, mais pas tant quoi. Pas tant que ça. Non, voilà, alors Olivier il va se présenter. Si tu peux te présenter assez rapidement pour que les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense que tout le monde te connaît. Rapidement, je suis prépa physique depuis 20 ans, quoi. Ce qui fait de moi, je pense, le plus vieux de la profession qui s'exprime un peu sur les réseaux. J'ai 45 ans. À Pékin, c'était mes 6e Jeux Olympiques où j'avais des athlètes sélectionnés. Voilà, ça c'est le gros de ma vie, de mon activité. En parallèle de ça, je suis formateur, maintenant principalement online. D'accord. Avant, tu intervenais, je sais, sur STAPS, enfin un peu sur tous les cursus, quoi. Ouais, j'ai beaucoup bossé pour l'UFR STAPS de Lyon, pour le master et pour le diplôme européen principalement. D'accord, ok. Et donc là, je sais que toi, tu avais préparé l'équipe de France de ski, hein, c'est ça, hein? J'avais travaillé pour la Fédé de ski, c'était l'équipe de France de snowboard. Ah, de snowboard, voilà, je sais comment ça s'appelle, tu étais intervenu sur ça. Je sais aussi que tu avais un cursus de lanceur de poids, toi, c'était ça. Ouais, à l'origine, ce qui se voit moins maintenant parce que j'ai perdu 20 kilos, mais à l'origine j'étais lanceur de poids. J'ai été 4e français en catégorie espoir et je me suis explosé le dos. D'accord. J'ai jamais pu revenir, tu vois, c'était il y a 25 ans, hein, tu vois, D'accord. c'était une autre époque. J'avais un niveau qui ne me permettait pas non plus d'être à l'INSEP, d'être hyper bien encadré, donc j'ai jamais pu revenir. C'est pour ça que ça a toujours été hyper important pour moi de prévenir les blessures. Tu vois que mes athlètes, certes ils perfent, mais un athlète qui perf à l'échelle d'une carrière, c'est un athlète qui se blesse le moins possible. Donc pour moi c'est hyper important parce que j'ai vraiment souffert personnellement. Ah ben là tu prêches un convaincu, moi aussi j'ai des grosses problématiques aux épaules il y a très longtemps et effectivement tout mon travail autour du travail prophylactique, tu vois, je trouve que c'est le plus important. Et déjà si on amène, tu sais c'était Thierry Blancon et Fred Aubert qui disaient si tu amènes déjà un individu à 90% de ses capacités déjà extraordinaires, sans pépin, sans rien, Ouais. c'est déjà exceptionnel parce que le faire atteindre ce fameux pic de forme c'est assez difficile, c'est assez complexe, mais on y reviendra après par la suite. Mais c'est clair qu'il faut durer dans le temps. Et je pense que quand on est jeune, on ne s'en rend pas forcément compte, tu vois. Imagine, tu as 20 piges, tu es en pleine possession de tes moyens, qu'est-ce que tu en as à foutre de la prévention des blessures, quoi, tu vois. Si tu n'es pas sensibilisé à ça, tu te dis, moi tout va bien, c'est un peu comme la bouffe, quoi, tu vois. Ton coach, il te dit, mange des brocolis, du riz complet et du poulet. Ouais, mais moi j'aime bien McDo, quoi. Et puis tu vois, je vais manger une fois à McDo, il va rien se passer, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. qu'est-ce que tu vas expliquer? C'est compliqué pour des jeunes en pleine bourre. Mais quand tu te blesses, par contre, la première fois, normalement, ça les faire descendre. Ouais, bah après, tu sais, et tu t'interroges énormément, hein. Là où j'ai commencé réellement à me documenter sur le rachis, sur les nerfs, aussi bien que sensorimoteur, et tout ce qui va toucher vraiment à la myologie, etc., c'est quand j'ai eu un gros problème de dos. Tu vois, j'ai failli rester bloqué. En fait, je faisais du squat, du front squat en échauffement, et je suis resté bloqué, donc je suis resté quasiment paralysé pendant une semaine. J'ai cru que le sport était terminé pour moi, et à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir vraiment que tu revoies ta copie, et que peut-être le no pain, no gain et le toujours plus, mais finalement, c'est pas peut-être pas la bonne voie, quoi. Mais comme faisais partie moi de disciplines comme la boxe, tu sais, comme les sports de préhension où il y avait vraiment cette rigueur, tu sais, moi par exemple il y a des anecdotes qui me viennent à l'esprit où mon père me disait il faut pas que tu boives à l'entraînement pour t'endurcir, Ouais. tu sais, il y avait, Truc de fou, quoi. des trucs incroyables, tu vois, des trucs de dingue. Quand tu repenses tu te dis mais c'est pas possible. Même lui, hein, il me le dit, il me dit comment que j'ai pu te dire des trucs Ouais. pareils, quoi. Mais parce que lui il héritait aussi de ses coachs, et donc tu te disais plus l'entraînement va être difficile. Et on avait toujours cette... Alors, il y a une partie de vérité, hein, bien sûr, il faut t'entraîner. Je ne dis pas qu'il faut rester sous-entraîné, parce que tu sais qu'après, il y a eu un courant de pensée où il fallait limite plus s'entraîner, tu vois. Mais sans parler de ça, on est toujours resté dans ce truc de se dire entraînement difficile, combat facile, tu vois. Et en fait, on a, du coup, à cause de cette citation, on a fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a tout justifié, tu vois. Tu vois, quand tu dis, quand les gens parlent du no pain, no gain, il ferait bien de transformer ça en no brain, no gain. Tu vois, si tu réfléchis pas à un moment donné, ou s'il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit pour toi, à l'échelle d'une carrière, tu vois, il faut voir pas 6 mois, pas 1 an, mais 10 ans, quoi. Ça va pas le faire. Ah bah c'est sûr, de toute façon, à court, moyen et à long terme. Et c'est ça aussi que, tu sais, j'avais vu un papier nord-américain, donc je crois que c'était des Canadiens, donc qui parlait en fait du parcours de vie. Tu vois, c'est la première fois que je voyais ça.
Donc des gens qui exposaient, en fait, je sais que toi aussi tu as travaillé sur les jeunes, hein, je sais que tu as fait pas mal t'as aidé du coup notre profession à avancer sur le sujet, et des jeunes, des moins jeunes, et en fait à court, moyen et long terme, en fait, on voyait que l'incidence de la préparation physique pouvait avoir non seulement des effets néfastes si elle était mal réalisée, hein, parce que du coup, comme il n'y avait pas d'interaction entre le préparateur physique et l'entraîneur du spécifique, souvent ils ne s'entendaient pas du tout enfin, en tout cas dans nos disciplines, nous, c'était assez compliqué. Pourquoi? Parce que je te dis, on se heurtait un peu à cette fermeture d'esprit, où on te disait si tu fais la prépa physique, tu vas ralentir pour la boxe, hein, en l'occurrence. Et du coup, on arrivait vraiment à créer, alors je n'irai pas jusqu'au surentraînement, mais en tout cas, on arrivait dans le surménage et on avait des mecs qui étaient nerveusement très affectés. Ouais, je veux bien le croire. Ouais. J'ai travaillé peu dans les sports de combat. J'ai eu un athlète en taekwondo et encore, il était hyper ouvert. Tu vois, il n'était pas dans la culture justement de la souffrance à l'excès. Mais j'ai Aurélien, notre ami en commun, Aurélien Brousse-Alderval, qui m'en a beaucoup parlé. C'est lui qui m'a sensibilisé au fait que dans les sports de combat, il y avait une culture de la douleur qui était pathologique, quoi. Bah, c'était du toujours plus, quoi. Donc ça va mieux, je crois, maintenant. Ça a évolué. Ça a évolué, mais c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué, je te dis franchement, je me heurte encore tous les jours, alors beaucoup moins qu'avant, hein, bien sûr, parce que j'ai fait un peu le tour de tous les podcasts, donc maintenant, Ouais. plus ou moins, j'ai essayé de donner ma vision, hein, et ma posture, et du coup ma sensibilité à tout ce travail de prévention, parce que moi je dis toujours que c'est la prévention qui amène à l'optimisation. Tu vois, je peux pas concevoir que si il n'y a pas de prévention dans ton travail, je vois pas comment tu peux optimiser derrière, tu vois. Surtout comme tu dis, on fait des sports qui sont quand même très difficiles. Donc des sports où c'est des disciplines ouvertes. C'est pas que ton action qui va provoquer la performance, c'est aussi l'action de ton partenaire, enfin de ton adversaire du coup. Et ça, c'est vrai que tu peux le retrouver en rugby. Oh, Olivier, t'imagines toutes les blessures, tu connais toi le milieu du rugby également. Mais attends, moi je récupère des mecs qui sont en miettes. Il y a des mecs qui limite ils peuvent plus tenir un verre. Tu sais, ils ont pris des chocs à répétition parce qu'à l'époque il n'y avait pas, tu sais. Maintenant ils ont créé un passeport, je crois, pour le KO, tu sais. Ouais, pour les traumas. Ouais, mais à l'époque ça n'existait pas. À l'époque tu avais des mecs qui prenaient 4 KO par match. Ouais. Ils repartaient le week-end d'après. Nous en boxe, quand même, comme les combats étaient espacés, plus ou moins les mecs avaient le temps de récupérer. Et encore, hein, je te dis ça, mais c'était quand même la catastrophe. Mais c'est vrai qu'on a eu une évolution et surtout, quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi et chez Aurélien aussi, c'est que tu as toujours dit qu'un entraîneur, déjà il fallait qu'il s'entraîne, ça c'est ma devise. Hein. Vous c'est pas la même exactement, vous, c'est un entraîneur qui s'entraîne pas, c'est un imposteur. C'est la devise d'Aurélien. Ouais. Voilà, et moi, ma devise, c'est moi je suis un entraîneur qui s'entraîne. Et toi, tu disais qu'en plus de ça, et là où je te rejoins totalement, pour moi, un préparateur ou un entraîneur, il doit avoir fait de la compétition. Je ne dis pas d'être un champion, mais je dis d'avoir compris les enjeux, l'adrénaline, le contexte, le BPS, tu vois, le biopsychosocial, comprendre que tout l'environnement d'un sportif, l'incidence que ça peut avoir le jour J. Et ça, c'est vrai que quand on n'a pas pratiqué la compétition, quand on n'a pas du coup participé à des compétitions, on ne s'en rend pas forcément compte, tu vois. Ouais, on n'a pas les codes, on n'a pas le ressenti, tu vois. C'est comme un boucher qui me dit bah, moi je suis vegan, quoi. Comment tu ressens, comment tu vas vendre ton beefsteak, tu vois. Ouais. Il faut à un moment donné intérioriser. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait les Jeux Olympiques, hein. C'est pas ça qu'on dit. Il faut avoir vécu le processus de compétition correctement, la préparation, la compète où tu te plantes, la compète où tu réussis, intégrer tout ça pour pouvoir te tenir devant tes athlètes, tu vois, déjà légitime, et en plus comprendre ce qu'ils vont vivre et comprendre comment les amener justement à gérer l'échec ou gérer la réussite sans tomber dans la prépa mentale, c'est pas le sujet, hein. Mais vraiment vivre le truc de l'intérieur. Je te dis pas à haut niveau, mais quelques années à ton niveau, que ce soit régional, peu importe, mais le processus c'est le même, hein. Oui, bien sûr. Quelles ont été les plus grosses problématiques que tu as rencontrées, toi, pendant ta carrière de préparateur physique? Alors au début de ma carrière, donc faut dire il y a 20 ans, hein, donc ça remonte, c'était un peu comme les sports de combat il y a peut-être 10 ans, il fallait quand même convaincre les staffs, les entraîneurs, que c'était une obligation la prépa physique. Tu vois, il y avait encore plein de sports où les gens te disaient, oula, ben moi je pratique le patinage, beaucoup, ça suffit à me muscler pour le patinage, ce qui est partiellement vrai, tu vois, ça suffit jusqu'à un certain niveau. Donc alors au début de ma carrière, il fallait quand même apprendre... éduquer les staffs. Éduquer les staffs. Surtout les staffs techniques, pas trop les staffs médicaux. Éduquer les staffs. La bonne nouvelle, c'est qu'on était moins nombreux comme étudiants, comme jeunes. Donc il y avait plus d'opportunités, mais c'était plus compliqué. Maintenant, tout le monde est d'accord, la prépa physique, personne ne te dirait, ça sert à rien peut-être. Oui, bien sûr. Peut-être dans des sports, je sais pas, comme le tir à la carabine. Je sais pas, bon, dans les sports où il y a une dépense énergétique minimum, personne ne va te dire que c'est pas important.
Mais il y a beaucoup de monde. Donc c'est une galère. Du coup, oui, il y a eu beaucoup de monde, ça s'est ouvert. Je pense que ça s'est élevé. Est-ce que tu as vu des côtés négatifs en fait au fait que ça se développe autant? Est-ce que tu as vu peut-être des dérives, peut-être des courants? Bon, bien sûr qu'il y a eu des modes, hein. Il y a eu des phénomènes de mode dans la préparation physique. Ça c'était indéniable. Tu as observé quelque chose Ouais. Tu vois, en fait, pendant mes 20 dernières années de prépa physique, j'étais aussi enseignant à l'UFR STAPS de Lyon, tu vois. Donc j'ai 20 ans de recul. Alors la mémoire fait que j'ai un peu oublié comment c'était il y a 20 ans. Mais une chose est sûre, tu vois. Le niveau, tu vois, le niveau moyen d'un étudiant il y a 20 ans et maintenant, il y a une année-lumière de différence, tu vois. D'accord. Je pense que globalement, le niveau a monté, c'est monstrueux. Déjà rien que l'accès au savoir, tu vois, il y a 15 ou 20 ans, c'est pas compliqué, hein. Les bouquins, il y avait Cometti, les jeunes ne doivent pas connaître, mais c'était ouf à l'époque. Et c'est toujours ouf, hein, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Cometti, Pradet, Christophe Cario est arrivé après. Véronique Bilat peut-être. Ouais, mais là c'était vraiment ciblé endurance. Oui, et même c'était très. Il y avait comment il s'appelle, celui qui a fait la cordo là, Piacenta. Ouais, voilà, tiré de la clé. Mais tu vois, si tu veux, il y avait peut-être 5 bouquins sérieux, je veux dire sérieux, faits par des mecs qui planaient pas sur la Lune, quoi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Dites-vous un truc, les mecs qui nous écoutent là. Internet n'existait pas. Non mais c'est ouf, hein. Mais de toute façon, les téléphones, il n'y en avait pas. À la maison, il y avait ton téléphone avec ton fil, quoi. C'était le cadran et tout, quoi. C'était 67, nous, il n'y avait pas le 04 encore. Tu te rends compte? Ah ben moi, de toute façon, j'avais pas Internet, je l'ai eu tard, là, Internet. Désolé les amis, ils crient à côté dans notre salle, j'espère que vous entendrez pas trop. Ils sont agités. Je vais leur écrire pour qu'ils... Donc il y avait un niveau de connaissance, si tu veux, difficilement accessible. Tu vois, moi quand je me suis formé, il y a une quinzaine d'années avec Charles Poliquin, il fallait traverser l'océan, il fallait payer comme il faut. Et en plus, et ce qui est normal, ça c'est pas le problème de payer, mais il fallait donc traverser l'océan, payer, parler anglais. Tu vois la démarche, quoi. Ouais. C'était cool parce que tu avais des connexions avec les gens réelles, tu vois, profondes. Ouais. Mais il fallait quand même bouger. Ah ben de toute façon, je pense que Poliquin, moi c'est une des personnes qui m'a inspiré par sa créativité, par son ingéniosité. Ça a été un des tout premiers prépas que j'ai vu aussi travailler sur Kaiser. Hein. Ça, il faut le savoir, hein. C'était un des tout premiers à jurer aussi. Donc du coup, par la résistance pneumatique. Et il était avant-gardiste. Pareil, les fat grips, c'est lui qui les a popularisés. En tout cas, dans le monde de la préparation physique, parce que ça venait du powerlifting à la base. Et donc, il a fait avancer, il a fait vraiment... Et il avait cette culture, parce qu'il faut savoir, mon préparateur, moi, était un de ses élèves, hein, nord-américain. Et pour la petite anecdote, il a été formé par un ancien haltérophile, Poliquin, son premier cursus. Ouais. Et après, il a rejoint un peu le cursus bodybuilding, tu vois. Donc, en fait, il avait la vision du culturisme, donc avec tout ce qui était micro et macronutriments, tu vois. Donc, il s'est vraiment professionnalisé dans ça. Et après, derrière, en plus, il a même étudié les produits S, etc. C'est quelqu'un qui s'est documenté sur tout. Et donc, c'était intéressant. Je ne savais pas que tu t'étais formé auprès de Charles Poliquin. Ouais, pendant plusieurs années, ouais. Au début de ma carrière. Et tu vois, pour dire, maintenant, se former, on est à une année-lumière devant, quoi. C'est-à-dire que tu as accès à des informations valables comme merdiques, mais quand même un paquet de bonnes informations. Si tu vas voir les bons comptes sur les réseaux sociaux, les bons sites, si tu achètes les bonnes informations, parce que tout n'est pas gratuit, hein. Bien sûr. Tu as accès à une quantité d'informations qui fait que les étudiants, si tu veux maintenant, pas tous, hein, parce que les mauvais sont peut-être encore plus mauvais qu'avant par contre, mais les moyens et les bons sont à une année-lumière de ce qu'on était nous, mais c'est normal, tu vois, le monde a changé. Ah ben, de toute façon, quand j'ai commencé, je faisais, je pense, enfin moi en tout cas pour ma part, je pense que j'ai commis toutes les plus grosses erreurs possibles et inimaginables en tant que préparateur. Et surtout, j'étais, je pense aussi, beaucoup plus influençable. Dès qu'il y avait une nouveauté, j'étais vraiment, tu vois, friand de la nouveauté. Je suivais vraiment, j'étais quelqu'un qui suivait pas mal les courants de pensée, tu vois. Et plus ou moins, je me suis perdu. Mais pourquoi? Alors, je comprends ce que je pense avoir un peu la raison sur le fait que les étudiants moyens sont moins bons. C'est parce que quand même, à l'époque, et ça, c'est peut-être ce que j'ai pas eu moi par la suite, c'est qu'à l'époque, quand tu étais étudiant en prépa physique, tu bouffais de la physio et de la natte, tu vois. Quand même, tu en bouffais quoi, même si c'était très théorique. Aujourd'hui, tout ça, c'est quand même, comment dire, on le survole énormément, tu vois, on essaye d'aller à l'essentiel, en fait. Et du coup, tu sais, c'est un peu le débat qu'il y a aujourd'hui avec le BPA G2F et le BEA QMES de votre génération, où les exigences étaient bien supérieures. C'est physique que c'était dur. Oui, il fallait pousser fort, quoi. Le BEA QMES, pour le tomber à l'époque,
fallait pousser, Ah, mais, mais fallait pas que tu sois un rigolo, vraiment, hein. mais vraiment quoi. Ah, mais Il fallait fallait, tandis que maintenant, c'est pas le cas. Moi, tu vois, sur le niveau d'exigence physique, je trouvais que le BEAQ MES était excessivement difficile. D'accord. Parce que quand même, il ne s'agit pas de faire 150 au coucher pour pouvoir être éducateur sportif. Oui, tu non, vois. mais bien sûr. Bon, j'exagère, il fallait pas faire 150 au coucher, mais il fallait être fort, quoi. Ouais, Être ouais. fort partout, quoi. Maintenant, je trouve que le niveau d'exigence physique, il est plus cohérent, tu vois. Par contre, c'est le niveau de coaching qui me gêne un peu plus, tu vois. J'ai l'impression, dans les cursus de ce type-là, qu'ils étudient plein de trucs, mais ils en oublient comment on coach les personnes, tu vois. Après, ils se retrouvent devant un client ou devant un athlète, mais en fait, concrètement, comment je le coach, ce squat, tu vois. Je lui dis quoi au mec? Et ça, bizarrement, je trouve que là, on n'a pas progressé, voire même, tu vois, et ça revient à la question que tu me posais, qu'est-ce qui a changé en mal? Ce qui a changé en mal, je trouve, c'est le coaching, tu vois. Oui, Et la là, prise en charge. Hein. ouais, la prise en charge, mais attends, je te parle concrète, hein, tu vois, la Oui, prise bien en sûr. charge du mec, il arrive dans ta salle, et je te demande pas des grands discours sur l'excentrique, le concentrique ou Oui, je sais pas bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Le mec, ouais, tu veux lui faire des squats, vas-y, Mais parce explique-moi. parce que les choses sont à l'envers aujourd'hui, bon, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cursus est à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu coaches. Moi, je coachais, et pour rentrer dans la légalité, j'ai fait un cursus. Aujourd'hui, les gens font un cursus, ils sortent de l'école, ils sont stagiaires à Fitness Park, hein, je te dis une bêtise, ou ils sont stagiaires en prépa, je ne sais où. Et donc, directement, on les lâche avec plein de connaissances théoriques, mais très peu de mise en pratique. À part, s'ils ont de la chance, de faire partie, par exemple, des pôles de leur spécifique. Je sais pas, moi aussi, le pôle France, judo, Ouais. pôle France. Encore, à la rigueur, ils voient les autres travailler. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, quand tu fais une prise en charge, et d'ailleurs, tu le voyais, à l'époque, au BAQMS, c'était des vieux briscards hein, qui passaient au BAQMS, des mecs qui avaient de l'expérience de terrain. Donc, comme toi, tu avais l'expérience de compétition, toi, je te lançais, je te mettais sur une piste d'athlée où je te disais, il faut faire préparer des jeunes pour le lancer de poids, mais tu avais fait ça, tu t'es entraîné toute ta vie. Donc, tu reproduisais le schéma de tes préparateurs, quand même, tu avais vu comment ils prenaient en charge les individus, tu vois, moi, j'avais quand même, je pense qu'ils m'ont un peu transféré, mes anciens entraîneurs, même s'ils étaient bourrins, un petit peu de leur charisme, si je puis dire, de prise en charge. Tu sais, chute, tu sais, un peu là, c'était vachement discipliné, tu vois, les cours. Mais ça m'a appris à prendre en charge, à surtout captiver l'attention de mes élèves, parce que c'est ça aussi, c'est très difficile quand tu démarres. Parce que le mec, il te voit, tu as 23 ans, 24 ans, si le mec qui a 35 ans, c'est un athlète accompli, il va dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, c'est rigolo. Tu vois, c'est ça aussi, c'est quand même, tu te heurtes à ça, quoi. Ouais. Non, c'est clair que là, à ce niveau-là, sur la prise en charge concrète du pratiquant, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est pas ça. Pour tout le monde, en tout cas. Et même ça va plus loin, Olive, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as carrément des gens sur Internet qui n'ont jamais coaché. Et qui vont t'expliquer, bon, dans tous les métiers, hein. C'est-à-dire, tu l'as pour comment gagner de l'argent alors que les gens n'ont pas jamais gagné d'argent. Mais c'est pas que le prépa physique, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais ça a créé une nouvelle génération de coachs, alors je vais les appeler les coachs Bah oui, oui. 2.0, je ne sais pas comment tu peux les appeler, Ouais, c'est bien comme ça. qui coachent sur Internet, qui font la promotion des mouvements sur Internet, qui font la promotion de l'entraînement, d'une vision qu'ils auraient acquérie grâce à l'expérience, sauf qu'ils ne l'ont jamais... Ouais. Et c'est vrai que ça, on l'a fait. Moi, je suis un peu plus jeune que toi, mais je ne l'ai pas connu, ça aussi. C'est une nouveauté pour moi. Des fois, je vois des vidéos passer, je me dis, mais c'est pas possible. Et tu sens que les mecs, il a 22 ans, il ne peut pas vous coacher depuis 15 ans, tu vois. Non. C'est pas possible. Et ça, comment toi, parce que tu fais partie de la première génération, on va dire, Ouais. moi j'appelle ça la première génération de préparateurs physiques professionnels. Ouais, complètement, ouais. Ce que Comment j'en tu l'as pense, vécu, quoi? bah, déjà, c'est récent quand même. Hein. Oui, c'est très récent. Et le Covid a mis un gros boost. Oui, c'est vrai. Je crois qu'avant le Covid, il y en avait dans le fitness, pas trop en prépa physique, et depuis le Covid, on en voit même qui font de la réathlée en ligne. Très franchement, ça s'est passé en 2 temps dans ma tête. Premièrement, je l'ai mal interprété, tu vois, je l'ai mal vécu. Je me suis dit, putain, c'est pas du boulot. C'est exact, j'ai pensé comme toi, je me suis dit, c'est comme les mecs qui sont devenus riches en expliquant aux autres comment devenir riches, mais eux n'étaient pas riches avant de l'expliquer. Oui, mais c'est ça. Et putain, ils sont tellement bons qu'ils sont arrivés à devenir riches C'est vrai. en expliquant aux autres comment devenir riches, mais peut-être que tous ces gens-là ne sont pas devenus riches, mais eux oui. Oui, Tu vois le truc? oui, non, mais bien Et sûr. j'ai pensé à la même chose. Et alors je me suis dit, bon, Olive, t'as 45 piges, tu vas pas faire le vieux là, Oui, non, insupportable qui dit c'était mieux avant, parce que de toute façon, que tu gueules ou que tu gueules pas, Ça- ça va pas changer. Il faut vivre avec son temps, de toute manière. Donc, je me dis la chose suivante, c'est que si ces gens-là, ils passent l'épreuve du temps, s'ils sont là 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est que finalement, ce qu'ils proposent correspond à ce que les gens ont besoin. Que les gens aient besoin d'un truc bizarre, je te dis pas le contraire,
Mais si l'offre correspond à la demande, et ça, comment ça se passe? Ça se passe avec le temps. L'épreuve du temps, c'est le juge de paix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si ces gens-là, ils sont pérennes, eh ben, c'est que finalement, ça correspond à un besoin que Et nous, on n'imaginait pas. Et une demande. Et une demande, un besoin, une demande. Et finalement, pourquoi pas, quoi. Mais spontanément, je l'ai mal reçu. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, c'est une réalité. Donc, Ah ben moi, de toute façon, je l'ai vécu. Moi, j'ai créé ma salle à peu près au moment où Thibaut InShape débarquait. Donc, j'étais à l'INSEP. Thibaut était en train de se développer. Et moi, alors, je faisais les allers-retours Montpellier-Paris. J'avais la salle à côté. Plus, je passais ma maîtrise et mon DES. Et je voyais ce mec qui était en train d'éclater. Je me dis, c'est pas possible, on se fout de moi ou quoi? Non mais attends, comment ce mec il peut éclater en disant on va être énorme et sec? Je l'ai très mal vécu au début, je te cache pas. J'ai été très critique envers Thibaut. Et plus j'ai évolué, plus j'ai commencé à aller sur Internet, à essayer moi aussi de proposer du contenu, plus il a gagné son respect vis-à-vis de moi. Ça, ouais. Parce que je vois le travailleur et l'acharnement qu'il a eu, parce que c'est un gros bosseur Thibaut InShape. On ne se rend pas compte, mais tourner les réels comme on fait, les contenus YouTube, on en parlait hier, toi et moi, que c'est très ingrat. Le temps qu'on passe à créer du contenu par rapport à ce que ça nous rapporte, mais c'est dérisoire. Tu vois, on en parlait hier, toi et moi. Et lui, le temps qu'il a dû passer, il s'est fait insulter, parce qu'il s'est fait insulter de tous les noms, lui, ça a été inimaginable ce qu'il a ramassé ce mec. Mais pas que par les professionnels, et par aussi les gens lambda qui passaient juste pour, comme il faisait un peu du divertissement, personne n'a été tendre avec lui. Et maintenant, j'ai un respect, parce que quand je vois qu'il est sur toutes les plateformes, et que sur toutes les plateformes, il a un contenu différent, mais je ne sais même pas comment il se... Tu sais, faire les scripts et tout comme il fait, maintenant, bon, il s'est diversifié, hein, il ne fait pas que du sport, on est bien d'accord, il fait du divertissement. Mais j'ai compris, comme tu dis, qu'il fallait que je vive à mon époque, que ça soit avec ou sans moi, ces gens-là allaient continuer, que je pouvais penser, ça me fait penser à mes parents qui ne comprennent pas les influenceurs ou ils voient ça, mais je leur ai dit que vous y croyez pas, ou c'est pas le problème. Aujourd'hui, ça y est, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas à discuter, quoi. Il n'y a pas à discuter, comme tu dis. Nous, on constate. Maintenant, on a deux choix. Ou on essaye d'éduquer à travers les vidéos, donc on prend un autre tournant, parce qu'on ne veut pas divertir, hein, on est d'accord, on essaye d'être marrants tous les deux, non, on n'est pas des monstres, hein, tu as vu notre vidéo tous les deux, fonctionnelle, on est trois à avoir rigolé, quoi, hein, on n'est pas les inconnus, quoi. Ou on essaye d'éduquer en utilisant les mêmes outils qu'eux. On essaie voilà, et je pense qu'il faut le faire, c'est important, c'est très important. Et donc si nous on le fait pas, là pour le coup on laisse toute possibilité aux imposteurs ou aux débutants de prendre toute la place, tu vois, et de péter le game à leur sauce, quoi. Si un peu nous on tient pas un peu la boutique, enfin peut-être le mot est fort, mais si nous on rentre pas dans le jeu, oui, il faut quand même sinon on a juste le droit de fermer nos gueules et puis exactement. Ce qui est possible, hein. Alors on se retire dans notre caverne et tout va bien. Voilà. Et ben, par contre, si on se retire, on n'a pas le droit de les critiquer. Non. Là, franchement, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous, on n'a qu'à le faire, si ça nous convient pas. C'est aussi simple que ça. Et comme tu dis, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos, ah oui, j'ai dit d'accord, ok, au bout de 3 prises où j'arrivais pas à parler parce que je bafouillais, c'était pas clair, c'était trop ci, c'était trop pas... J'ai dit, ah ouais, c'est pas un amusement. C'est pas facile. Non. C'est pas un jeu, quoi. Non, c'est pas un jeu. Et surtout, les mecs qui arrivent à des millions, c'est pas un jeu. Ne pensez pas que c'est pas des bosseurs. Hein. La chance, elle marche sur 1 ou 2 vidéos. Hein. Elle marche pas sur 10 ans. On disait quoi? L'échelle du temps, quoi. Si tu passes l'échelle du temps et tu as du succès 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est que ce que tu proposes rencontre un besoin. Alors, moi, j'ai été très honoré que tu me contactes sur Instagram, franchement. Parce qu'en plus, je te dis, je suivais tes travaux depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu en as pensé alors de la structure quand tu es arrivé? Bah écoute, j'en ai pensé que ça ressemble à ton slogan, quoi. Tu sais, que j'ai mis en photo sur une story. C'est Refuse to be ordinary, c'est ça? Ouais, refuser d'être ordinaire. C'est ça. Et on est dans un drôle de monde là. Je sais pas si les gens ils s'imaginent tout ce qu'il y a. J'essaye de faire plein de reels et de shorts, donc vous allez les voir. Tu sais, ça me fait penser à quoi quand tu viens? On disait, Fred, on dirait que tu es dans une brocante, tu sais, les chimères là. Tu sais, les mecs, les vieux collectionneurs, ils vont dans les brocantes, ils se disent, oh, ça c'est pas mal et tout, tu vois. Donc j'essaye, tu vois, on va faire le plus possible de reels pour que les gens ils voient tout ce qu'il y a chez toi. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a à la fois, juste là, il y a un espèce d'iPad qui mesure 1 mètre sur 1m20, tu vois, le même que Nassim Saïli a dans sa salle. Il y a un squelette. C'est ça, il y a un putain de squelette grand comme moi à côté. Ici, il y a des bouts de machin. Il y a un bras, voilà. Là, derrière, il y a une jambe là. Et paradoxalement, il y a aussi des putins de kettlebell énormes, des haltères à boules comme que tu vois au 19e siècle. Et puis des mecs putain de balèzes, quoi, qui poussent de la fonte. Donc c'est ça que j'aime bien ici, c'est que
tu sens que ça réfléchit beaucoup, beaucoup, et que ça pousse beaucoup aussi, quoi. Ouais, ben, il faut essayer de trouver le compromis. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de trouver le compromis. C'est ce qu'on disait hier. C'est pas évident de trouver. En fait, c'est pas évident. Alors, ça paraît évident, mais c'est très dur de lier la théorie et l'aspect scientifique avec l'empirisme. Je trouve que c'est très dur. Et surtout que c'est très dur de faire échanger les deux mondes. Je crois que c'est l'exercice le plus compliqué. Et tu vois, on en parlait aussi parce que quand on veut transmettre ce qu'on fait sur le terrain, tu vois, et qu'on veut le vulgariser pour les étudiants en BP ou à la fac ou pour les gens qui sur les réseaux, et là tu te dis, ah ouais, en fait j'ai écrit mon plan d'entraînement, il faut que je l'explique. Ah ouais, en fait il y a plein de trucs que j'ai écrits, je sais pas pourquoi, quoi. Tu vois, et c'est ça ce que tu dis, il faut arriver à faire se rencontrer l'empirisme de terrain, qui n'est pas un gros mot, tu vois, le travail de terrain et la théorie. Et là c'est l'exercice à mon avis le plus compliqué, quoi. Tu vois. Bien sûr, vraiment. Ben Olive, on va conclure sur ça. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. On a fait un peu un état des lieux de vieux briscards de la préparation physique. On essaie de se recaler à notre podcast ensemble, là, où on parlera peut-être un peu plus dans le détail de ta vision du coup de la performance sportive et de l'accompagnement des athlètes de haut niveau. Mais en tout cas, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici. Franchement. Merci beaucoup Clément. Vraiment, et je vous assure qu'ici c'est Disneyland de la muscu et de la prépa. Hein. Franchement, c'est Disney World, parce que Disneyland c'est la France. Là c'est Disney World. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, merci encore Olive.